R&D chez RTE, donc qui s'appelle Environnement, Société et Prospective. Alors la prospective à RTE, elle est assez visible, hein, les études comme Futurs énergétiques 2050, c'est un peu le résultat du travail de prospective d'RTE. On se pose la question du futur du réseau électrique et donc du système électrique, hein, de production-consommation qui vient conditionner le réseau et les stratégies, les décisions stratégiques d'évolution du réseau qu'on doit prendre maintenant. Et à ce titre-là, du coup, une des questions les plus importantes, c'est d'avoir une idée vers quel type de consommation d'électricité on va. D'où l'importance de la question de la sobriété. Est-ce que je prends en compte ou pas la sobriété dans mes questions de prévision de consommation d'électricité à long terme? Donc ça part de là. Et alors, par rapport à tout ce travail de prospective dont vous voyez les publications, etc., nous, en plus, à la R&D, on a un rôle particulier parce qu'on essaye d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire de regarder un peu les phénomènes qui sont nouveaux, qu'on ne sait pas très bien appréhender, d'essayer de trouver les angles morts qui devront être instruits dans les futurs rapports de prospective officielle de RTE. Et donc là, ce que vous avez vu notamment avec ce chapitre sur la sobriété, qui est une nouveauté dans ce qu'on publie, et dont Marion et Madeleine nous parleront juste après, c'est un peu le résultat de ce processus. On a incubé ça à la R&D, et puis ça a fini par atteindre un niveau de maturité qui permettait de commencer à en parler, à un moment où la question devenait importante, et hop, ça finit par sortir. Mais donc on a un peu cette charge d'avoir un coup d'avance, et c'est pas évident, et c'est pour ça aussi qu'on est là, et qu'on a cette respiration avec cette chaire, et avec d'autres partenariats qui nous aident à essayer d'avoir ce temps d'avance, mais qui est de plus en plus difficile à avoir, je trouve. J'ai l'impression que la prospective nous rattrape, Oui. d'une certaine manière. Du coup, dans cette histoire, on n'est pas là pour dire notamment est-ce que la sobriété est souhaitable ou pas. On est plus là pour se poser la question de est-ce qu'elle a des chances d'émerger, à quelles conditions elle pourrait émerger. C'est bien cette casquette qu'on prend. Je vais du coup... c'est marrant parce que ce que vous avez dit, Christophe et Thibaut, je tourne un petit peu autour. C'est-à-dire je ressens le besoin de clarifier qu'est-ce qu'on entend par sobriété. Il y a différents moteurs de sobriété qu'il ne faut pas confondre. Donc j'essaierai de... Moi, j'en propose 3. La sobriété de la pénurie, mais dont on vient de parler. La sobriété des limites planétaires. La sobriété philosophique. La sobriété heureuse. Et puis je vais juste dire quelques mots sur pourquoi je fais cette catégorisation, et puis après essayer de se dire mais quels sont à mon avis des points clés dans les conditions d'émergence d'une sobriété qui pourrait se développer largement, quoi. C'est quoi les verrous et les conditions. Donc la sobriété de la pénurie, voilà, c'est celle dont on vient de parler. On peut... Alors, pardon, juste un mot avant. Pour vérifier qu'on est tous au clair là-dessus, il faut vraiment distinguer efficacité et sobriété. Efficacité, c'est... par exemple, je change les ampoules, mais je ne change pas le service rendu. J'ai toujours de la lumière, je suis content. La sobriété, c'est vraiment... Je modifie le service attendu, donc quelque part l'usage, le mode de vie, pour, d'une certaine manière, réduire une empreinte à la source. Donc c'est très différent de l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est plutôt technique. Je change le procédé technique, je ne change pas le service rendu. La sobriété, je questionne le service rendu. Donc on a la sobriété de la pénurie, c'est celle de l'hiver prochain. On voit que le compte n'y est pas. Si on empile les comportements de consommation habituels et puis les moyens et les ressources dont on dispose, gaz, électricité. Et donc il va falloir se restreindre si on veut passer l'hiver. Donc c'est vraiment une sobriété, j'ai envie de dire, contrainte. C'est pas une sobriété choisie. C'est l'impératif du présent. À mon avis, c'est une sobriété du coup qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire enlever la contrainte et hop, ça repart. Parce qu'il n'y a pas un moteur profond. Il y a une contrainte qui vient restreindre un moteur qui est autre qu'est le moteur de la consommation habituelle, etc. Donc ça, sobriété de la pénurie. Je la distingue de la sobriété des limites planétaires. Donc c'est cette idée de la sobriété liée au changement climatique, mais pour moi c'est plus large que ça. Si vous regardez un petit peu les scientifiques qui étudient les limites planétaires, ils vous disent ok, il y a le climat, mais il y a aussi notamment l'effondrement de la biodiversité, qui est qualifié d'au moins aussi grave. Si vous regardez, je vais prendre un chiffre, la masse des arthropodes en Europe, mesurée dans des espaces naturels. Les arthropodes, ça contient notamment les insectes, et les insectes pollinisateurs, mais c'est plus large. Moins 40% dans les forêts en 10 ans.
moins 70% dans les prairies en 10 ans. C'est des rythmes qui sont juste vertigineux. Et si vous regardez les conclusions du président de l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodive, il nous dit « Nous sommes en train d'éroder les fondements même de notre économie, de nos moyens d'existence. » Parce qu'en fait, on dépend des services écosystémiques. C'est pas juste un paysage et une toile de fond. C'est la qualité de l'air, de l'eau, des sols, un tas de choses. Donc, climat, biodiversité... et du coup, cette sobriété, c'est bien l'idée de dire on est en dépassement par rapport aux limites. Et si on reste dans cette situation de dépassement, on va détruire les conditions de l'habitabilité, les conditions de vie. Un mot sur l'habitabilité, les conséquences du climat. 1 à 3 milliards de personnes en climat hostile, vivant dans des températures moyennes annuelles dans lesquelles l'humanité n'habite pas aujourd'hui et n'a jamais habité. 1 à 3 milliards d'ici 2070, selon qu'on se met dans les scénarios optimistes ou pessimistes du GIEC. Sachant que la porte du chemin vers le 1,5 degré est en train de se refermer, on est plutôt vers 3 que 1. Donc avec toutes les conséquences... voilà, je ne vais pas me m'étendre plus sur le climat, parce que sinon on va y passer trop de temps, mais on est bien, du coup, dans l'idée qu'il faut revenir à l'intérieur de certaines limites pour éviter un désastre. Donc c'est bien, la sobriété, c'est un choix délibéré d'agir maintenant, pour éviter un désastre futur, pas pour l'hiver prochain, pour un désastre qui finalement n'est jamais immédiat, mais dont on sait qu'il est inéluctable si on ne change rien. Donc quelque part, c'est un impératif du futur, c'est plus un impératif du présent, mais c'est bien un impératif du futur qui vient s'appliquer maintenant. Parce qu'on sait qu'il faut prendre des décisions maintenant si on veut changer, décarboner notre énergie et notre industrie, etc. etc. Et du coup, là, et dans l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition pour agir maintenant, pour éviter un désastre futur, la sobriété est un levier énorme. Et là, je vais comparer un tout petit peu aux mesures techniques qu'on peut prendre, à l'efficacité environnementale. L'efficacité environnementale, déjà, c'est lié à des effets de parc. Il faut remplacer un certain nombre de voitures, par exemple. Remplacer un certain nombre de chaudières, isoler un certain nombre de maisons. Donc ça prend beaucoup de temps. La sobriété, il y a une partie, pas toute, mais des mesures qu'on peut prendre de sobriété qui sont immédiates. Si j'arrête de prendre l'avion, j'arrête de prendre l'avion. C'est maintenant. Il y a une partie des mesures de sobriété qui nécessitent aussi des nouvelles infrastructures et qui sont dans le temps long, mais il y en a une partie qui sont dans le temps court. La deuxième chose, c'est le gisement. Le gisement d'efficacité, il est limité. Si vous essayez d'optimiser les moteurs, vous allez réduire, même en électrifiant, vous allez réduire la quantité de CO2 par kilomètre, mais ça ne va jamais tomber à zéro. Donc il y a forcément une limite on ne pourra pas gagner plus, on descendra toujours au bout d'un moment, et puis on va peut-être diviser par 2, on va peut-être diviser par 3, et puis au bout d'un moment, ça plafonne. Et si en parallèle de ça, je continue à faire toujours plus de kilomètres par an, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès énormes sur les rendements des moteurs thermiques, essence, mais ils ont été toujours dépassés par le nombre de kilomètres. Et donc si on a l'efficacité technique sans sobriété, on ne stabilise pas le système. Donc c'est vraiment indispensable. Alors, donc c'est la sobriété, agir maintenant pour éviter un désastre futur, c'est quelque part, c'est l'atterrissage en douceur. C'est de baisser maintenant pour éviter de tomber d'une falaise plus tard. J'ai entendu l'expression, j'aime bien, mais pour se représenter ce que ça implique, ça veut dire j'ai une énorme glace au chocolat et je vais décider de ne pas y toucher. J'ai tout ce pétrole là qu'on peut sortir du sous-sol et qu'il va falloir laisser dans le sous-sol. Et c'est dans une... Donc vous voyez l'ampleur, enfin c'est ça, on est face à ça. Je relis mes notes en même temps, je suis désolé, j'essaie de clarifier. C'est pas nouveau, ça remonte notamment à... Enfin, par exemple, c'est Jean Covici, c'est la sobriété très rationnelle. Il y a cette glace au chocolat, je n'y touche pas parce que ça pose un problème. C'est Meadows, qui, avec ses simulations dès 72, qui simule que si on est dans ce comportement de toujours consommer plus, on va dépasser des limites et ça va s'effondrer. Même s'il n'avait pas forcément les modèles climatiques dans son modèle, il était bien par rapport à cette idée des limites.
C'est la Convention citoyenne pour le climat. Vous mettez des gens qui sont pas spécialement écolos ou dans la sobriété heureuse dans un endroit, vous les formez, vous leur dites comment on fait pour faire moins 40%, et ben ils vont faire un raisonnement et dire oui, on n'a pas le choix, il va falloir par exemple baisser la vitesse à 110 sur les autoroutes, qui est a priori pas du tout spontané, je pense, si on demande à... Donc ça montre bien qu'on est dans je me restreins parce que j'ai compris qu'il y a un problème. Alors, pour moi, c'est assez différent d'un autre moteur de sobriété, mon troisième, là, la sobriété philosophique, la sobriété heureuse. Et je vais donner la parole à Madeleine, parce qu'elle a une histoire qui explique bien ça, en fait, mieux que ce que je pourrais vous dire. Ouais, c'est ça. Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de cassis, de groseilles et de framboises. L'économiste commença de nous expliquer avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une coutume du Moyen-Âge, que vu le prix des pots, du sucre, du feu et surtout de notre temps, nous avions tout intérêt à acheter des conserves qui nous viennent des usines, que la question semblait tranchée, que bientôt personne au monde ne commettrait plus jamais pareille faute économique. « Attendez, m'écriai-je, le marchand me vendra-t-il ce que je tiens pour le meilleur et le principal ?» « Quoi donc, fit l'économiste ? Mais l'odeur, monsieur, l'odeur. Sentez, la maison est embaumée, comme le monde serait triste sans l'odeur des confitures. » À ces mots, l'économiste ouvrit des yeux d'herbivore. Je commençai de m'enflammer. « Ici, monsieur, nous faisons nos confitures uniquement pour leur parfum, le reste n'a pas d'importance. Quand elles sont faites, eh bien, monsieur, nous les jetons. » J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique, et pour éblouir le savant, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous mangeons nos confitures en souvenir de leur parfum. C'était une fable de Georges Duhamel, qui était un poète et médecin pendant la Première Guerre mondiale, qui a été écrite dans les années 1920. Remarquable. Donc là, on est vraiment dans un autre champ, quoi. C'est pas une contrainte rationnelle qui... c'est en opposition à une certaine rationalité économique. Enfin, c'est bien ce que ça nous dit. Et pour moi, c'est le mouvement, en gros, c'est aussi le mouvement anti-consumériste, c'est-à-dire la société de consommation ne nous rend pas heureux. Et c'est une autre forme de sobriété choisie. On n'est pas, c'est bien une décision, mais pour un registre, un moteur qui est complètement différent. Ça non plus, c'est pas nouveau. Donc c'est la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, c'est celle de Keynes aussi. Keynes, il anticipait qu'on consacrerait les gains de productivité à libérer du temps, à travailler moins. On a fait l'inverse, on a travaillé autant, on a consacré les gains de productivité à produire toujours plus. Et du coup, consommer toujours plus. Et ça remonte au Vénitien, là, qui est cité dans l'article récent du Monde, là, qui je trouve... et à Platon, même, si on remonte encore à l'Antiquité. Et là, je tire du même article qui m'a facilité la vie un petit extrait de ce qu'on peut retenir de Platon, parce que je trouve que ça illustre pas mal. Il dit qu'il ne faut livrer la partie désirante de notre âme ni au manque, ni à la satiété. Et que pour vivre bien longtemps, la sagesse consiste à évaluer ses désirs pour satisfaire ceux-là seuls qui sont raisonnables. Alors, du coup, c'est intéressant parce que la raison revient finalement. Et je pense qu'en fait, effectivement, les deux se rejoignent. Pour moi, c'est la sobriété des limites de Jean Covici et la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Quelque part, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les mouvements de décroissance, les mouvements écologiques, c'est bien les deux s'entremêlent, hein, et parce qu'ils sont très complémentaires, ils sont très forts. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est pas juste « Ah, je vais pas toucher à cette glace au chocolat et à la place un grand vide », c'est en fait, à la place, c'est peut-être autre chose. Une fois que j'ai retiré la glace au chocolat, ça va me laisser de la place pour autre chose. Peut-être une petite salade de fruits, mais qui est peut-être super sympa parce que, je sais pas, il y a de la figue fraîche, il y a de la framboise, j'en sais rien. Mais juste, j'y pensais pas. Et du coup, la question qu'on a... la question qu'on a de savoir est-ce que ça, c'est susceptible d'émerger, parce que la sobriété de la pénurie, elle est probablement... très contingente et très, très, très temporaire, mais là, est-ce qu'on ce courant beaucoup plus fort et de sobriété des limites et de sobriété philosophique a des chances d'émerger?
c'est vraiment une question difficile, parce qu'on est sur quelque chose de profond. Je pense qu'on est sur quelque chose qui percute profondément les modes de développement, l'idée de croissance, l'idée même de croissance verte, quelque part les valeurs qui sont érigées par la publicité, qui quelque part dominent dans notre société de consommation aujourd'hui. Si je pense que ça vient même attaquer, je pense, des idées qui sont assez constitutives de notre époque, de l'époque moderne, de l'idée que quelque part là, on va chercher dans les sciences et la technique une espèce de puissance qui nous permet de nous émanciper de la nature, de mettre les choses sous contrôle et d'exploiter, de maîtriser cette nature pour en tirer des biens et des services. Je pense que ça va dans cette profondeur-là. Donc, venir percuter notre relation qui est assez verticale et en surplomb par rapport au monde qu'on essaie de contrôler avec la science et la technique, et venir poser la question d'autre chose. Ça vient percuter l'idée que on pourrait juste essorer la Terre et puis coloniser Mars et tout ira bien. Donc on est entre Pierre Rabhi et Elon Musk, on n'est pas tout à fait... Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça a des chances d'émerger ? Est-ce qu'on va aller vers un... Si vraiment c'est quelque chose de civilisationnel et qui est constitutif de notre époque, est-ce qu'on a des chances d'aller vers un changement d'époque ? Moi, je propose 4 points d'attention qui, selon moi, sont des freins et des verrous, qui vont peut-être sauter, mais en tout cas, qui font partie un peu des conditions d'émergence. D'abord, il y a la question sociale. Je pense que si on parle de sobriété en moyenne, sans parler des inégalités, on aboutira nulle part. Parce que c'est pas audible, évidemment, pour ceux qui sont déjà en train d'avoir du mal à payer leur facture énergétique ou leur facture ou de faire leurs courses. Et quand on regarde en plus la responsabilité dans les émissions, si on reprend le climat et dans les impacts en général, elle est évidemment très très inégalitaire. Donc, si on parle de la sobriété seulement en moyenne, on ne va pas y arriver. Ça, il faut qu'on dépasse ça. Et pour l'instant, c'est pas vraiment très très audible. Il y a un deuxième point qui a été abordé, cette histoire de collision du temps court et du temps long. La question de la sobriété des limites et de la sobriété philosophique, cette sobriété finalement du temps long, elle est occultée par le problème de la sobriété du temps court. Et il va falloir qu'on arrive, parce que je pense que la crise qu'on a aujourd'hui, si on regarde un petit peu les fondamentaux sur les ressources, les tensions qu'on a sur les ressources, elles ont toutes les chances d'être durables en fait. Les géologues, ils nous disent, et depuis un moment, et leurs prévisions ne varient pas, qu'on va se payer par exemple une crise du cuivre entre 2025 et 2030, donc pour RTE ça nous concerne pas mal, elle va arriver quoi. Si on prend le sable, marché en tension déjà aujourd'hui avec des mafias et tout, les tendances passées sur le sable c'est x3 sur les 20 dernières années. x3 en 20 ans. On imagine bien que ce mode de développement ne va pas continuer comme ça sans problème. Donc il y a toutes les chances qu'on soit dans une sorte de permacrise à mon avis. Et du coup, on va falloir être capable de parler du temps long en même temps que du temps court. Deuxième obstacle. Le troisième, pour moi, c'est aussi l'impératif de démêler l'individuel et le collectif. Si on parle que de la sobriété dans le mode des éco-gestes, moi je baisse ma température de 1 degré chez moi, ça sera pas la même chose que si on en parle en parlant du collectif de deux manières. La première, il y a des mesures qui sont collectives. Par exemple, si je veux que les gens prennent moins leur voiture, il faut des infrastructures, peut-être de transport en commun, de trains, de pistes cyclables, etc. Et ça c'est collectif. La deuxième chose, donc ça, c'est des leviers collectifs. Mais il y a aussi les leviers individuels dont on discute collectivement. Si, par exemple, la question, est-ce que vous êtes prêt à baisser votre chauffage, votre thermostat à 19 degrés, vous, pour faire un geste. Et puis, si tout le monde le fait, on s'en portera tous mieux. C'est pas du tout la même question que est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous soutiendriez une loi qui dirait que tout le monde devrait faire ça ? Ça, c'est pas du tout la même chose. Je pense que quand on regarde un peu par exemple les enquêtes sur le bonheur, on voit que le bonheur c'est quelque chose de très relatif. On est satisfait en fonction du niveau perçu des autres. Et je suppose, je fais l'hypothèse que c'est la même chose pour la sobriété, les efforts
même de rationnement s'il fallait faire du rationnement. Je pense que les efforts consentis par chacun sur des actes individuels, le consentement à des efforts individuels n'est pas du tout le même selon qu'on sait qu'on est tous en train d'aller le faire ou si seulement à la bonne volonté des uns et des autres. Donc démêler l'individuel et le collectif. Et le quatrième point que je vois, c'est la question des récits et des nouveaux imaginaires. Si vraiment on veut avoir une chance, la sobriété quelque part philosophique, elle n'aura des chances d'émerger, à mon avis, que s'il y a un récit à la place de la glace au chocolat. Il y a autre chose. Donc si par exemple on réfléchit au gain de productivité là, de Keynes, c'est on libère du temps libre et puis peut-être on valorise. Dans chaque village, il y a toujours au moins un club théâtre, un club danse, un club musique, 2 équipes de foot, et les gens passent la moitié de leur temps à ça. Et puis chaque week-end, on se retrouve, il y a des fêtes de village où, si c'est pas le club musique, la fois d'après, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il faut raconter des choses comme ça sur ce que ça permet de faire à la place de la glace au chocolat. Et sans quoi, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est... je vais vous donner un exemple auquel je crois personnellement. Si vraiment on veut être sérieux sur la sobriété philosophique et si vraiment on parle du coup d'un changement d'époque, je pense que ça va toucher aussi à... Dans ces récits, il y aura quelque chose sur la relation au vivant. Pour moi, les deux sont liés. C'est-à-dire que c'est... La non-sobriété, c'est quelque part une exploitation de toutes les technologies dont on dispose sans limite et quelque part dans une sorte de forme de négation du vivant. Donc je pense que la relation au vivant sera présente dans ces récits. Et l'exemple que je donne, c'est je suis persuadé, si ça arrive un jour, que quand on regardera le temps présent avec du recul, donc je ne sais pas s'il faudra plusieurs dizaines d'années ou plus, je pense qu'on regardera notre relation au vivant aujourd'hui comme nous, on regarde aujourd'hui notre relation passée à l'esclavage. Je pense que ça sera de cet ordre-là. Les gens se diront, mais c'est pas possible. Ils faisaient ça au XXe siècle. Et ils le savaient en plus. Il y avait l'IPBES qui faisait ses rapports. Et ils ont continué au XXIe. Mais je pense que ça leur paraîtra inconcevable. Et c'est ça qu'il faut c'est très difficile de se déprendre de son époque. Et c'est d'essayer d'imaginer comment... quand on sera sorti des références et des référentiels qu'on a aujourd'hui, on regardera notre époque actuelle. Donc évidemment, c'est très dur. Et là, je pense qu'il faut faire appel du coup aux imaginaires, aux récits, et à des domaines qui ne sont pas du tout les domaines de recherche très techniques qu'on peut avoir à RTE. Et en conclusion, et j'ai pris trop de temps, je suis désolé, j'ai une conclusion perso puis une conclusion RTE. Elles sont très divergentes. Tant que je suis clair sur la casquette. Ma conclusion perso, c'est, vous le sentez peut-être, moi personnellement je pense qu'il y a une urgence à faire émerger la sobriété choisie, au-delà de celle de la sobriété de la pénurie. Donc cette alliance de sobriété des limites et de sobriété philosophique, parce que sinon on va dans un mur. Et pour ça, j'appelle ce travail sur les imaginaires, et j'espère qu'on arrivera à le faire malgré la permacrise, et qu'on arrivera à le faire en mettant les inégalités au centre. Ça, c'est ce que j'appelle. Maintenant, ma conclusion RTE, c'est que il y a du boulot. C'est-à-dire que si on essaye de vraiment être sérieux sur nos prévisions de consommation d'électrique et sur ces futurs possibles, avec ou sans sobriété, on a une incertitude qui est gigantesque de savoir est-ce que ça va advenir ou pas, et pour nous de se positionner là-dedans. Donc je fais une petite pirouette en disant que ça justifie le travail de R&D et le travail qu'on fait avec vous, parce que la question est loin d'être close. Voilà. Voilà ce que j'avais comme réflexion sur... Merci beaucoup David, c'est passionnant.